passer maintenant. Bienvenue pour cette nouvelle soirée, cette nouvelle conférence publique du programme À ciel ouvert qui porte sur l'Anthropocène cette année. Notre marque sur l'environnement exprime aussi ce que nous sommes et elle pose la question de savoir ce que nous voulons être. Comme le disait la philosophe Simone Weil, toute civilisation humaine se doit d'exprimer une intention ou une orientation spirituelle. Elle en est responsable. Par ailleurs, une civilisation se caractérise par la volonté de créer des symboles par lesquels elle veut manifester ce qu'elle est. Il est symptomatique que les symboles actuels les plus importants soient des villes gigantesques caractérisées par la recherche des tours qu'on appelait autrefois gratte-ciel, des tours les plus hautes possibles. La course vertigineuse à la hauteur ne cesse de continuer depuis qu'elle a commencé à New York à la fin du XIXe siècle, à la grande surprise des contemporains. Ces tours sont à la gloire de la puissance humaine qui s'affirme. Quel est le sens de l'affirmation de cette puissance humaine? Quelles en sont les conséquences? Alors que, dans le cadre du programme À ciel ouvert, nous nous interrogeons sur la notion d'anthropocène, c'est-à-dire sur les conséquences de l'empreinte profonde que laissent les êtres humains que nous sommes sur la Terre que nous habitons, nous voici particulièrement heureux de recevoir ce soir la philosophe Catherine Larrère. Bonsoir. Catherine Larrère s'est d'abord fait connaître comme une des plus éminentes spécialistes de la pensée politique du XVIIIe siècle, et en particulier de Montesquieu, qui a pensé le monde dans lequel nous sommes. Et il faut bien dire qu'à l'heure de la nécessité impérieuse de défendre la séparation des pouvoirs qui est en péril, Montesquieu, qui en est le grand penseur, est d'autant plus important. Mais vous avez aussi, Catherine Larrère, été l'une des plus importantes figures, et vous l'êtes encore, de la diffusion de la pensée environnementale. Et ce n'était pas simple, à l'heure où un Claude Allègre, par exemple, continuait à s'employer pour diffuser partout en France l'idée que le réchauffement climatique était un canular, pour employer le terme d'un contempteur récent que je n'ai pas besoin de nommer. Depuis votre première publication dans le champ de la question environnementale en 1997, et qui était tout simplement intitulée « Les philosophies de l'environnement », vous avez parcouru un chemin considérable et pour nous très précieux, jalonné entre autres par L'écologie et politique, paru en 2013, puis en 2015, Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique que vous avez rédigée avec votre mari, Raphaël Larrère, agronome et sociologue, puis Les inégalités environnementales en 2017, et vous avez également co-dirigé deux ouvrages qui nous intéressent tout particulièrement ici. Le premier est intitulé « Y a-t-il du sacré dans la nature ?» et l'autre « Penser l'Anthropocène », que vous avez réalisé en collaboration avec le jeune philosophe Rémi Baud. Enfin, à nouveau avec votre mari, vous avez publié « Le pire n'est pas certain », essai sur l'aveuglement catastrophiste. Mais je vous laisse maintenant la parole pour une cinquantaine de minutes et nous parler à la fois des discussions suscitées par cette notion d'anthropocène, mais aussi des perspectives d'action politique et collective qui peuvent participer à l'élaboration d'une vie humaine sensée. C'est à vous la parole.
Merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je suis toujours contente quand je viens à Genève. J'y allais effectivement du temps où je travaillais surtout sur Montesquieu, mais chaque fois que je peux y revenir, et particulièrement sur ces questions environnementales, c'est avec un grand plaisir. Alors, je vais commencer quand même par signaler, si vous avez vu le titre, j'ai un peu changé le titre que j'avais donné dans un premier temps à mon collègue Guylain Verterlo, pour que nous apprend l'Anthropocène, produire ou habiter. Je laisse un peu le mystère sur le produire ou habiter, hein, l'alternative. Vous aurez la solution de l'énigme en cours de conférence. Et effectivement, pour présenter... Attendez, voilà. Je vais repartir de ce qui vient d'être dit. La situation actuelle est très mauvaise, hein. Elle pourrait être pire, c'est pour ça qu'on a dit que le pire n'était pas certain. Mais la COP30, même si vous ne savez pas exactement ce que c'est, vous en avez entendu parler, elle vient de se terminer à Belém, dans le nord du Brésil, et le journal Le Monde titrait dans son éditorial que, bon, ce n'était pas un échec, parce qu'on avait ces conférences où se réunissent les différents États, hein, il y en a 196 dans le monde, n'avait pas été un échec parce qu'on avait tenu l'idée d'une conférence du multilatéralisme, mais que finalement il avait été très peu question de climat. Or, c'était pour ça qu'elle se réunissait, hein. Vous avez peut-être lu ou entendu ou vu qu'il n'a même pas été question de sortie des énergies fossiles, de ce dont il avait été question 2 ans avant à Dubaï. Donc, on n'est pas vraiment très en avance dans la lutte contre le changement climatique et contre les autres dérèglements écologiques qui marquent notre situation actuelle. Et c'est pour ça qu'on peut se demander en quoi l'Anthropocène, que je vais vous présenter, qui a été élaboré justement pour rendre compte de cette situation, de la nouveauté de cette situation dans le rapport de l'humanité à la Terre ou à la planète sur laquelle elle se trouve, on en vient à se demander, est-ce que ça apporte quelque chose? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, bon, il n'y a pas de rapport direct entre ce que vous allez voir être une hypothèse élaborée par des scientifiques, discutée par des universitaires, des académiques, des intellectuels, et directement l'action qui se fait, hein. Marx disait, le Marx de la jeunesse, quand les idées s'emparent des masses, elles deviennent des forces matérielles. Mais ce n'est pas du tout sûr que l'Anthropocène soit une idée qui soit emparée des masses. Donc, ce n'est pas du tout sûr qu'elle devienne une force matérielle. Et de toute façon, ça serait très difficile à vérifier. Donc, ce sur quoi je voudrais réfléchir avec vous, c'est cette proposition de l'Anthropocène. Nous allons voir dans quelles conditions elle est faite, par qui, à qui elle s'adresse, à qui parlent ceux qui vont proposer l'appellation d'Anthropocène, et est-ce qu'elle propose des modèles d'action et lesquels? Ça sera donc notre démarche qui, bien que j'annonce 2 questions, se déroulera, comme tout philosophe ferait, en 3 parties. Dans un premier temps, je présenterai de quoi on parle quand on parle d'Anthropocène. Donc la proposition de l'Anthropocène et les étapes de son élaboration jusqu'à, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais elle est officiellement rejetée, hein. Nous verrons dans un deuxième temps, car cette proposition a suscité quantité de controverses que je présenterai rapidement aussi pour justement répondre aux 2 questions que j'ai posées, hein. À qui s'adresse cette proposition? Qu'est-ce qu'elle propose? Vous allez voir qu'il n'y a pas une réponse unique. Et donc, dans un troisième temps, j'essaierai de vous montrer que,
en matière de proposition. Il y a en fait deux modèles d'action dans la proposition de l'Anthropocène. Celui qu'on peut dire d'une action gestionnaire, c'est la proposition, l'idée l'étude de ce qu'on appelle les limites planétaires. Et puis, on viendra à un niveau plus éthique et politique, qui est plus de sens, hein, pour reprendre le terme qui vient d'être employé. Et c'est là que nous verrons quelle est l'alternative entre produire et habiter. Alors, commençons par dire ce qu'il en est. Hein. De quoi on parle quand on parle d'Anthropocène? Eh bien, c'est un article, hein, alors, qui est publié en anglais, bien évidemment. Mais comme là, il n'y a pas de différence entre l'anglais et le français, dit Anthropocène, c'est l'Anthropocène, qui est proposé par deux scientifiques, Paul Crutzen, qui est un prix Nobel de chimie, il l'a eu en 1995, je crois, et Eugene Sturmer, Sturmer, qui est un biologiste, écologue, spécialiste des lacs, propose dans une newsletter qui est l'organe de l'IGPB, c'est-à-dire l'International Biosphère Programme, c'est-à-dire un programme scientifique qui prend comme un ensemble les sciences de la Terre, qui considère la Terre comme un système. Cet article, publié donc pile 2000. Hein. Alors, en fait, ce n'est pas le début du XXIe siècle. Hein. Souvenez-vous, le XXIe siècle, en fait, il commence en 2001. Mais c'est l'an 2000. Et il est repris 2 ans après. Alors, Sturmer va disparaître. Hein. Il n'y aura plus que Crutzen et quelques autres. Hein. Il est repris dans un article de la prestigieuse revue Nature. Si on n'a pas publié dans Nature, on n'est pas reconnu, c'est pas reconnu comme quelque chose de sérieux. Il y a 2 autres articles, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais simplement signaler qu'une grande partie des informations que je vais vous présenter sont tirées d'une thèse de quelqu'un qui s'appelle Fabien Colombo et qui vient de faire une thèse justement très, très précise sur l'élaboration, les discussions autour de l'Anthropocène, thèse qui va être soutenue vendredi prochain. Donc, en lisant la thèse, j'ai en même temps préparé la conférence de ce soir, donc je lui rends hommage dès le début. Donc, voilà hein, ce qu'on peut dire sur la définition. Qu'est-ce que c'est que cette proposition de l'Anthropocène? C'est l'idée que l'impact des actions humaines, hein, l'empreinte des actions humaines sur Terre est telle qu'on peut envisager l'humanité dans son ensemble, hein, les 8 milliards ou 8 milliards et demi d'individus, hein, peut-être que 7 milliards en 2000, comme une force géologique capable de transformer le système Terre, hein, ce système Terre qu'étudie l'International Biosphère Programme, et c'est pourquoi ces scientifiques, hein, Crutzen et Sturmer, disent c'est suffisamment important pour que ça inaugure une nouvelle époque, une nouvelle période géologique, une nouvelle époque de l'histoire de la Terre, et ils proposent de nommer Anthropocène, alors du grec anthropos qui veut dire humain, et du cène qui est le suffixe qui sert à distinguer les différentes époques. Hein. L'Anthropocène s'ajouterait aux 2 précédentes époques de l'ère du Quaternaire, Pléistocène, Holocène, Anthropocène. Et le Pléistocène, c'est une période très longue, hein, de plusieurs millions d'années, qui est marquée par une période très froide, très glaciaire, avec des interglaciaires. L'Holocène a commencé il y a entre 11 000 et 12 000 ans, et c'est une période interglaciaire qui est marquée par l'émergence des civilisations humaines, puis toute l'histoire qui s'ensuit. Et donc, on propose de dire, maintenant, il y a une nouvelle époque qui est l'Anthropocène. Et voilà cette proposition.
Alors, avant de voir un peu plus précisément en quoi elle consiste, comment elle est reçue et comment on va arriver finalement au fait qu'en 2024, elle va être rejetée sans que ça n'ait finalement aucune importance, puisque nous sommes réunis ici dans un cycle de conférences sur l'Anthropocène et on continue à parler d'Anthropocène, donc c'est intéressant en soi. Je voudrais vous donner quand même quelques éléments rapides, disons, pour voir dans quel contexte ça intervient. Justement pour pouvoir répondre à la question à qui ça s'adresse. Alors, je vous donne très rapidement un certain nombre de dates qui peuvent servir de référence dans l'actuelle, ce qu'on appelle crise environnementale ou crise écologique. Autrement dit, toutes les sociétés se sont toujours souciées de leur environnement, mais ce qui marque notre époque, c'est que ce souci devient global, c'est l'ensemble des sociétés humaines, et qu'il est pris en charge par une série d'institutions internationales, qu'elles soient politiques, scientifiques, ou, comme on dit, de la société civile, ces ONG, organisations non gouvernementales, qui ont tant d'importance sur la question de l'environnement. Donc, quelques dates rapidement. 1972, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, organise à Stockholm une conférence qui réunit les pays qui font partie de l'ONU et qui va mettre en place un programme appelé PNUE, Programme des Nations Unies sur l'environnement. Et en même temps, on réunit des scientifiques qui vont lancer, il y en aura plein après, un de ces premiers appels, là, qui est publié en 71 dans le courrier de l'UNESCO, tiré à quantité d'exemplaires dans quantité de langues, intitulé SOS Environnement. C'est un de ces premiers lanceurs d'alerte, et qu'on va voir se répéter. Alors, c'est aussi en 1972, je rappelle ça, je pense que vous en avez entendu parler, mais pour remettre les choses dans vos têtes, que le Club de Rome, là, qui est une organisation, si on peut dire, de la société civile, parce que c'est des grands entrepreneurs et c'est des responsables politiques européens, qui publie le fameux rapport Meadows, rédigé par des universitaires de l'Institut universitaire de technologie américain, donc, et intitulé « Les limites de la croissance ». C'est une élaboration qui prend une série de variables, population, production, pollution, ressources, et qui montre que si on continue comme on le fait précédemment, à produire de plus en plus, à consommer de plus en plus d'énergie et d'énergie fossile, etc., que la population continue à augmenter, on va à la catastrophe ou à l'effondrement. Les travaux, je vous dis, ce qui est caractéristique de cette mobilisation internationale, c'est qu'on y trouve à la fois les grandes organisations politiques internationales, donc avec les États qui y sont liés, des communautés scientifiques mondiales et des organisations non gouvernementales, mais qui existent aussi à un niveau international. Alors, l'ONU continue fait des conférences, et c'est ainsi qu'en 1987, une des conférences, nommée du nom de sa présidente, qui est une ancienne première ministre norvégienne, rapport Brundtland, Our Common Future, notre avenir à tous, c'est là que l'expression de développement durable est introduite officiellement. Elle existe avant, bien évidemment, mais qu'elle a une existence officielle. L'année d'après, 1988, à l'initiative et de l'ONU et de l'Organisation météorologique mondiale, vous voyez toujours ce niveau international, est fondé ce qui en français s'appelle le GIEC,
hein, le groupe intergouvernemental d'experts du climat, qui a pour fonction de rassembler toutes les données. Ils ne font pas des recherches nouvelles, hein, mais ils rassemblent toutes les données sur les émissions de CO2, sur... bon, et puis il y a une série de groupes qui rassemblent les données, qui en examinent les conséquences possibles, qui élaborent des scénarios. Et ils ont pour fonction de publier un rapport, et dès 1990, ils publieront leur premier rapport qui répond à 2 questions. Y a-t-il un changement climatique? Réponse oui. Est-il d'origine humaine? Réponse oui. Et la certitude, donc, c'est pas un canular, disent un nombre important d'experts scientifiques. Et les rapports se succèdent tous les 5 ans avec parfois des rapports intermédiaires et les niveaux de certitude augmentent sur la réponse aux 2 questions. 1992, nouveau sommet de la Terre. Le premier, c'est Stockholm, et il y en a eu un entre-temps, mais c'est un des plus connus, qui se tient à Rio de Janeiro en 1992, donc, et qui rassemble les différents États et organisé par le Programme des Nations Unies sur l'environnement, mais aussi par le Programme des Nations Unies sur le développement, parce qu'on va voir très vite que les questions de développement, et en particulier des pays qu'on appelle encore le tiers-monde à l'époque, et les questions d'environnement sont très liées. Et la conférence de Rio est remarquable par le fait qu'elle va par au moins 3 déclarations qui ont valeur juridique, même si elles ne sont pas contraignantes. Une déclaration générale qui reprend l'expression, enfin le programme de développement durable et en mentionne les 3 piliers, environnemental, économique et social. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui est le premier texte d'ensemble sur le changement climatique, et les COP, nous en sommes à la COP 30, c'est les Conference of Parties, les conférences des parties signataires de cette convention, et aussi des non-signataires, parce qu'il y a eu les États-Unis parmi, se réunissent tous les ans, alternativement au nord et au sud, pour discuter des politiques à adopter devant le changement climatique. Donc, bon, on a commencé en faisant référence à la conférence de Belém. Et dernier texte, parce qu'il n'y a pas que le climat qui pose le dérèglement climatique avec aussi bien de la pluie que de la sécheresse et une augmentation des phénomènes extrêmes. Il y a d'autres dérèglements, et en particulier ce qui touche l'érosion, on parle quelquefois d'extinction de la diversité biologique, et qui a le même type d'organe que pour le GIEC, l'IPBES, le Programme international sur la biodiversité et les services écosystémiques. Eh bien, là aussi, il y a des COP. Donc, prise en main, c'est dans ce contexte de prise en main, je vous dis, aux 3 niveaux, politique, scientifique, société civile, que les questions environnementales sont abordées à partir des années 70. Alors, venons-en à l'Anthropocène proprement dit. Donc, l'article de Crutzen et Sturmer, The Anthropocene, donc il y en a, je vous dis, un dans Nature qui suit, puis 2 autres, mais c'est l'article qui lance la question. Je vous propose, dit l'article, de nommer une nouvelle époque, parce que le système Terre ne fonctionne plus dans les mêmes conditions. Alors, vous voyez le décalage temporel quand même, puisqu'il faut attendre 2006 pour que la Société internationale de géologie, vous voyez, on est toujours à un niveau international, la Société internationale de géologie
nomme une commission, une sous-commission, en fait, stratigraphique internationale pour examiner la proposition. Parce que il y a une question d'histoire de la Terre, hein, d'échelle de différentes périodes, et donc c'est aux géologues de dire il y a bien une nouvelle période où il n'y a pas une nouvelle période de l'histoire de la Terre. Donc elle nomme une sous-commission qui a pour fonction d'examiner la proposition du point de vue de la localisation dans l'histoire géologique de la Terre. Alors en 2009, j'ai noté d'un coup plein de choses qui se passent, et comme les choses contemporaines, elles se connaissent pas au début, en 2009 est formé l'Anthropocene Working Group, le groupe de travail sur l'Anthropocène. C'est là-dessus que la thèse dont je vous parlais porte, c'est sur le travail de ce groupe, qui réunit des experts, des géologues, des spécialistes du système Terre, mais aussi des spécialistes des sciences archéologiques, donc de l'histoire humaine, si vous voulez, et des sciences sociales ou sciences humaines et sociales, SHS, comme on dit. La même année, un jeune doctorant suédois propose en disant c'est quoi cet Anthropocène? C'est Capitalocène. Il est marxiste. C'est Capitalocène. Alors, en fait, c'est une conversation donc purement orale qui est rapportée par un autre sociologue marxiste porté sur les questions, sur ces questions environnementales, qui raconte ça dans un livre où il pose l'alternative. Alors, est-ce qu'on va parler d'Anthropocène ou est-ce qu'on va parler de Capitalocène? Et qui est publié en 2016. Donc, bon. Et en 2009, un historien d'origine indienne, mais professeur à l'université de Chicago, connu pour ses travaux dans ce qu'on appelle l'histoire postcoloniale, il s'est proposé de provincialiser l'Europe, publie un article, le climat de l'histoire, 4 thèses sur le climat de l'histoire, où il pose la question de qu'est-ce que cette proposition de l'Anthropocène nous apprend. Alors, si je cite ces deux Capitalocènes d'un côté, de l'autre côté l'article de Chakrabarty, c'est que ça va déclencher beaucoup de polémiques et de controverses. Alors, je vous ai cité le livre de Bonneuil et de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, l'événement Anthropocène, parce que il vous donnera des éléments d'information sur ce que je suis en train de vous résumer à toute vitesse, et qu'il prend parti dans ces deux polémiques. Il prend parti pour le Capitalocène et il critique Chakrabarty. On aura, j'espère, le temps d'y revenir. Pendant ce temps-là, vous avez vu l'Anthropocene Working Group qui, lui, est lié directement à la proposition de l'Anthropocène et aux travaux de la Société internationale de géographie, discute, change de membre, change de présidence, fait des propositions, débat, il y a des controverses, on va voir sur quoi. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Alors, c'est une fausse fin, puisque nous sommes là à parler de l'Anthropocène. Bon, je vous cite le titre du New York Times du 6 mars 2024. Les géologues disent c'est pas le moment de proclamer une époque créée par l'homme, anthropocène. Donc, rejet par la sous-commission de stratigraphie de la Société internationale de géologie. Pourquoi est-ce que je vous ai cité l'article du New York Times au lieu de vous dire voilà la décision? C'est parce que leur décision, ils l'ont fait volontairement fuiter dans le New York Times, et que ça pose problème sur le caractère, sereinement scientifique de cette décision. Donc, voilà ce qu'il en est.
Donc, une fois présenté, venons-en au deuxième temps. Je reprends mes deux questions. Première question, je vous ai fait tous ces tableaux, le contexte et puis la petite chronologie. À qui s'adresse la proposition? Je vous ai dit, ce n'est pas du tout sûr que ça soit aux masses. C'est à la communauté scientifique internationale, tous, prix Nobel, etc. C'est cette communauté scientifique internationale dont l'existence est de plus en plus avérée depuis au moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à l'ensemble des décideurs politiques qui, je vous dis, ont depuis les années 70 pris l'habitude de travailler à des niveaux internationaux, même si ça n'a pas toujours beaucoup d'effets, ça existe et c'est important, et aux ONG internationales, et c'est ce que Crutzen, cette communauté de gens, je ne vais pas dire politiciens, politiques, scientifiques, dirigeants, enfin porte-parole, disons, de la société civile. Crutzen, reprenant un terme employé avant lui par le père Teilhard de Chardin et par Vernadsky, l'inventeur au début du XXe siècle de la notion de biosphère, appelle la noosphère, comme s'il y avait une sorte de conscience mondiale internationale, qui était une conscience écologique mondiale internationale, conscience écologique mondiale, à qui s'adressent les propositions d'Anthropocène. Alors, qu'est-ce qu'elle leur propose? Elle leur propose à cette communauté globale, elle propose une action globale. Je vous ai repris, c'est l'article de Crutzen de 2000, mais l'article de Nature reprend à peu près le contenu de l'article 2000, et il s'agit de développer une stratégie acceptée au niveau mondial, conduisant à la... Vous savez que le terme anglais de sustainability a été traduit soit par développement, soit par durable, soit par soutenable. Alors, durabilité ou soutenabilité des écosystèmes contre les pressions d'origine humaine, c'est ça l'Anthropocène, et qu'il s'agit là d'une des grandes tâches qui attend l'humanité, qui demande des efforts de recherche extrêmement importants et une sage application, une application éclairée du savoir ainsi rassemblé. Donc vous avez un modèle, l'idée que tout ce savoir qui s'accumule, que réunit le GIEC, l'IPBES, etc., il a vocation à être appliqué mondialement. Alors, on a cette idée donc que vous retrouvez quand on vous dit dans les COP il faut écouter la science. La science apporte des éléments qui peuvent être appliqués pour mener des actions au niveau mondial. Alors comment est conçue cette action, cette idée que c'est une application du savoir, dans ce qu'on se met à appeler la société de la connaissance et de l'information. Il s'agit d'appliquer ce savoir. Le modèle de référence, alors je vous ai dit Crutzen, prix Nobel de chimie, ce qui est vrai. Pourquoi est-ce qu'il a eu le prix Nobel de chimie? C'est parce que c'est un des artisans principaux du protocole de Montréal. Le protocole de Montréal, qui date de 1987, et l'accord qui a permis de résoudre, ceux qui sont assez âgés s'en souviennent peut-être, le problème de la couche d'ozone, de ce trou dans la couche d'ozone qui nous entoure et qui faisait que les rayons du soleil étaient beaucoup plus dangereux. Eh bien, on en est, et qui était dû au chlorofluorocarbures, au CFC, et qui a permis donc, si je le donne comme référence, c'est un des rares exemples d'un accord international par lequel des politiques s'entendent sur une proposition scientifique qui est réussie.
Donc, on le cite. Et Crutzen, c'est là-dessus que Crutzen a sa réputation. Et donc, en gros, c'est ça qu'il propose, en disant on va reprendre ça au niveau du changement climatique. Cette tâche enthousiasmante, mais également difficile et qui peut même être décourageante, qui attend la recherche de la communauté de recherche et d'ingénierie, guider l'humanité vers un management, une gestion globale, soutenable et environnementale. Donc, vous voyez ce modèle gestionnaire qu'il est là dès le premier article sur l'Anthropocène. Alors, il y a ça, mais pas seulement. Et j'ai pris une citation qui est prise à cet Anthropocène Working Group, ce groupe de travail sur l'Anthropocène qui réunit des scientifiques, à la fois des sciences dures ou naturelles, appelez-les comme vous voulez, et des sciences molles ou humaines et sociales, comme vous voulez. Je vous le lis, parce que vous allez voir que là, le propos s'élargit. Ce que l'Anthropocène signifie pour l'expérience humaine au sens large peut être abordé par le biais de la philosophie, de l'histoire, de la politique et du droit, de l'économie et d'autres domaines consacrés à l'étude des questions de sens et de valeur. Vous voyez que nous ne sommes plus dans l'application technique, finalement, d'un modèle dans l'ingénierie, mais nous sommes dans le sens et la valeur, et le texte précise en continuant, ces disciplines se demandent de plus en plus comment et pourquoi ces développements du milieu du XXe siècle sont apparus et ce que la transformation rapide de notre planète signifie, quel en est le sens pour les sociétés humaines et leurs idées de justice, de décence et de stabilité. Il est donc important d'examiner comment ces diverses significations pourraient être gérées en termes pratiques. Et pratique, ici, ça ne veut pas simplement dire technique, ça veut dire pratique au sens de praxis, au sens d'application normative. Donc vous voyez qu'il y a d'emblée deux types de liaisons entre science et action. D'une part, ce modèle gestionnaire, d'ingénierie, de management, gestion, où on est dans l'efficacité, le soutenable ou le durable, c'est ce qui se maintient, c'est ce qui continue. Et puis d'autre part, un modèle qu'on peut dire éthico-politique, qui fait intervenir le sens, la valeur. Bon, le juste, j'ai mis l'honnête au vieux sens stoïcien du terme, bon, disons le juste. Donc des questions normatives, c'est-à-dire axiologiques et prescriptives. Donc ça se situe bien à deux niveaux. Alors, à la fois, c'est assez rassurant de voir qu'on n'est pas uniquement dans une gestion technique. En même temps, ça pose problème parce que un des objectifs, en tout cas c'est apparu comme ça assez vite, et ça, vous allez voir, c'est la leçon par exemple que Chakrabarty en tire. Anthropocène, réunir ainsi l'humanité, anthropos, et les noms, le suffixe qu'on a pour désigner des histoires de la Terre, c'est lier nature et société, donc c'est lier les sciences de la nature et les sciences de la société, et c'est l'ambition, je vous l'ai dit aussi, l'Anthropocene Working Group réunit, bon, il y a une majorité, d'abord des géologues, ensuite des spécialistes du système Terre, et beaucoup après, bien après, des archéologues, des historiens, il y a toujours un ou deux philosophes, sociologues, etc. Et quand même, ils sont liés. Et quand on regarde quand on regarde ce que propose la proposition d'Anthropocène, on se dit, mais ça continue à se situer, au niveau de l'application technique de connaissances de la nature et de la réflexion et de l'action sur des principes normatifs de justice,
de sens, de valeur, etc. Donc ça va être un peu la question qu'on va se poser en suivant ces controverses. C'est finalement où ça en est cette rencontre entre l'humain, nature et culture, nature et société, pour prendre des termes souvent utilisés. Alors je vais revenir un petit peu plus sur les controverses, de façon que vous voyez plus précisément sur de quoi il s'agit. Alors, de même qu'il y a deux types d'objectifs, il y a deux types de controverses. Et les unes sont concentrées à l'intérieur de l'Anthropocene Working Group, donc de ces spécialistes qui sont ceux qui élaborent des propositions que va prendre en compte la commission la sous-commission de stratigraphie de la Société internationale de géologie. Alors, premier ensemble de controverses, objet de controverse, qui est vraiment à l'intérieur entre sciences dures, naturelles, géologiques, biologiques, peu importe, et où il y a des membres qui viennent des sciences humaines, mais ils jouent un rôle beaucoup moins important. Alors, la question, c'est, vous êtes peut-être posé la question quand je vous ai dit, on va nommer une nouvelle époque. Ouais, mais quand est-ce qu'elle commence, cette nouvelle époque, hein? Quand est-ce qu'on va dire, là, l'Holocène s'arrête, et là, l'Anthropocène commence. Alors, ça a été un des premiers débats. Il y a eu deux propositions principales. Il y a eu celle qui est dans l'article de l'IGBP et de Nature, les deux articles de Crutzen de 2000-2002, c'est de dire c'est la révolution industrielle. C'est quand on va se mettre à brûler quantité d'énergie, très vite d'énergie fossile, charbon, bois, qu'on va envoyer dans l'atmosphère des quantités croissantes de CO2, de méthane, etc., enfin de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. C'est là que ça commence. Hein. Et donc, c'est la proposition première. Et puis, va intervenir une deuxième proposition qui est de faire débuter plus tard. Hein, donc, commencer la révolution industrielle, c'est 1780 ou 1810. Hein, bon. Donc, extrême fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. Et puis, va, dans un deuxième temps, intervenir la proposition que c'est beaucoup plus récent que alors, dites-vous bien, hein, la référence, c'est l'impact des actions humaines sur l'ensemble du système Terre. Il ne faut pas dire qu'on trouve une trace d'action humaine. Ça, on en trouve depuis qu'il y a des humains sur Terre. Mais tel que ça modifie le climat, entre autres choses, mais pas seulement. Et à ce moment-là, on va au fur et à mesure que les controverses s'avancent, hein, je vous ai dit entre 2009 et 2024, une deuxième proposition va arriver, qui est donc beaucoup plus récent, après 1945, quand le monde entier se développe, quand en plus apparaît le nucléaire, militaire et civil, et je pense que vous en avez vu, c'est plus une image et pas seulement, disons, un schéma scientifique, ce qu'on appelle la grande accélération. Hein. On vous prend les courbes de production, de démographie, de pollution, etc., et c'est tout des courbes, je ne vous en ai pas pris parce que c'est tellement connu, c'est tout des courbes qui sont d'abord linéaires et qui s'élèvent très lentement, puis ouf, ça part vers le ciel, si je puis dire, et ça a cette forme par lesquelles on désigne ce type de courbe qui est en crosse de hockey. Hein, et bon, je vous dis, à mon avis, vous en avez vu, et puis vous irez en voir. C'est très impressionnant. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus un symbole que véritablement un schéma scientifique. Et donc, c'est à cette hypothèse que l'Anthropocene Working Group tend à se rallier. Alors,
bon, il y a eu des propositions différentes. Il y en a qui ont dit, mais au fond, dès qu'il y a des hommes, il y a des traces. Et puis, il y en a qui ont mis ça avec, bon, par rapport pas la révolution industrielle, mais la découverte du Nouveau Monde, c'est-à-dire le moment où les Européens commencent à prendre le contrôle de la Terre. Et puis, il y en a eu, bon. Mais c'est les deux premières qui ont été les plus marquantes. Alors, pourquoi est-ce qu'on va arriver à 2024 quand la fameuse sous-commission, à une majorité, pas l'unanimité, va dire finalement non, il n'y a pas lieu d'eux. Mais c'est que dans ce que je vous ai dit, et je vous ai fait remarquer l'intervalle de temps qu'il y a entre la proposition en 2000 et le moment où les géologues disent on va nommer une sous-commission, il y a quand même 6 ans, c'est qu'en fait, il y a deux types d'études qui sont en concurrence. Il y a d'une part ces spécialistes du système Terre, donc qui disent sur Terre tout est extrêmement lié, ça forme système. C'est structurel, c'est une étude de structure, système, structure, et de ce point de vue-là, la périodisation n'a pas une grande importance. La question historique, la question de la chronologie, ça c'est la question des géologues qui font une histoire de la Terre, et quand on fait une histoire, on fait une chronologie, on fait des échelles de temps. Et donc on peut dire que déjà que la question principale, ça a été la question de quand ça commence, c'était que les géologues étaient en train de prendre le pas sur les spécialistes du système Terre, et c'est finalement comme ça qu'ils vont l'emporter en disant, ce qui est une façon de balayer une proposition qui vient des spécialistes des sciences du système Terre, qui est de dire l'Anthropocène, on n'en a pas besoin. Alors, très rapidement, je regarde le temps parce que, oui, très rapidement, en fait, ce qui va être décidé, ça ne va pas dire l'Anthropocène, c'est un canular. Ça va pas, c'est autrement dire, ça ne va pas nier l'importance des impacts humains sur l'ensemble du fonctionnement du système Terre. Bon, le cycle du carbone n'est qu'un des cas, on va le voir d'ici peu. Donc, ils n'ont pas tant rejeté, ils reconnaissent, mais ils l'ont déclassé dans la hiérarchie. Alors, je vais vous montrer une image. Je ne sais pas si c'est visible. Oh ouais. Ça, c'est la classification, enfin le type de classement des différentes échelles chronologiques qu'on a au moment où on aborde la discussion sur l'Anthropocène comme nouvelle époque. Vous voyez que, alors, je vous dis, le Pléistocène est très très long, et c'est pour ça que c'est interrompu sur le schéma. Mais déjà, l'Holocène, on distingue 3 étages. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce qui explique, mais il y en a 3. Groenlandien, Northgripien et Meghalaya. Et puis, la proposition, c'est considérer l'Anthropocène comme une époque. Mais la réponse de la sous-commission de stratigraphie, ça va être dire, c'est pas une époque, c'est un étage. Et donc, au-dessus de Meghalaya, ils vont rajouter, alors non pas anthropocénien, parce que ça n'a plus de raison de scène, enfin le mot anthropocène est forgé pour se mettre avec Holocène, etc. Donc on va parler du Crawfordien. Pourquoi ? Parce que le lac Crawford, c'est un lac attendez, je dois l'avoir présenté là. Non. Voilà. Pourquoi ? Parce que on vient de découvrir le lac Crawford au Canada, qui a un lac très, très profond, il est comme tout ce qui est sur Terre soumis aux impacts humains, mais pas très directement. Et donc, c'est comme un laboratoire d'études. On peut étudier les différentes strates, voir les marques humaines. Et donc, on va dire, voilà, l'action de l'homme, on peut la repérer dans le lac de Crawford, mais ça n'est que
un étage, on est toujours dans l'Holocène. Vous voyez que les géologues triomphent en pouf, évacuant l'Anthropocène. Donc voilà le premier. Alors, le premier type de controverse, qui est importante, etc., on peut dire que c'est l'abandon. Et vous voyez aussi pourquoi, finalement, ça n'a pas grand effet, parce que l'Anthropocène a pour fonction de dire beaucoup plus de choses, comme on va le voir dans la deuxième forme de controverse. Donc, c'est une victoire disciplinaire. C'est les géologues qui disent, attention, quand on parle de l'histoire de la Terre, c'est nous qui décidons. Mais ça ne change rien au projet d'action de Crutzen, ce que j'ai appelé le projet gestionnaire. Parce que, je vous dis, la réalité, elle n'est pas niée. Donc, il y a quelque chose à faire pour pas subir passivement le crawfordien. Donc, victoire disciplinaire, objectif qui demeure. Alors, venons-en au deuxième type de controverse. Alors, ce deuxième type de controverse, il se situe très largement en dehors de l'Anthropocene Working Group. Alors, il y a un certain nombre de participants, Jason Moore par exemple, qui ont fait partie de l'Anthropocene Working Group, mais c'est vraiment une discussion entre pas tellement philosophes, historiens, sociologues et différentes tendances, et qui, pour moi, c'est la plus importante, c'est pour ça que j'insiste un peu. Alors, je vous ai repris, ça vous l'avez déjà vu, donc les différents moments de la controverse. Andreas Malm, qui lance l'idée de Capitolocène, qui va être prise, en particulier par Jason Moore, mais ce sociologue américain d'inspiration marxiste, d'un côté, qui dit il n'y a pas de raison d'appeler ça Anthropocène, si vous voulez partir à la révolution industrielle, c'est bien le moment où le capitalisme s'affirme. Et puis, ça c'est une chose, et puis d'autre part, ce que dit Chakrabarty, en disant, oui, mais en fait, quand il écrit son article, il n'est pas au courant de la proposition de Capitolocène. Mais en fait, son article critique, et c'est pourquoi ça va déclencher une énorme polémique qui va aboutir à la publication en 2021. Alors, si vous voulez, l'article de Chakrabarty, c'est 15-20 pages, comme tout article qui se respecte. Il publie un livre entier, The Climate of History in a Planetary Age, qui est traduit en français après le changement climatique. Penser l'histoire, vous voyez que c'est toujours son problème. Si changement climatique il y a, comment est-ce qu'on pense l'histoire ? On ne peut plus penser l'histoire de la même façon, et on va voir à quelles conséquences ça conduit. Alors, quel modèle d'action derrière ? Eh bien, comme on va le voir, mais vous pouvez vous en rendre compte déjà, poser la question on va nommer le capital et pas les humains, c'est poser la question de qui est responsable. Qui est à l'origine du changement climatique, tout ce qui l'accompagne? Est-ce que c'est l'humanité entière ou est-ce que ce n'est pas directement le capitalisme ou le productivisme? Chakrabarty va dire oui, d'accord, vous avez raison, il n'y a pas de doute, franchement pas de doute, on sait qui, mais ça ne suffit pas. Alors c'est ces deux modèles. Je vais aller un peu vite parce que. Donc, tirons les conclusions de ce deuxième temps. Donc, il y a ces deux objectifs. D'une part, ce que j'appelle l'objectif gestionnaire, la question des limites planétaires, et d'autre part, ce qu'on peut appeler un objectif éthico-politique. Et on va voir comment ce que va ajouter Chakrabarty à la question de la responsabilité posée par ceux qui disent qu'il faut parler de Capitolocène, c'est la question de l'habitabilité. On va y venir dans notre toute dernière partie. Alors, je vais aller un peu vite.
D'abord pour dire, oui, c'est bien de se caler sur le protocole de Montréal, mais la question du trou dans la couche d'ozone, c'est une question, alors c'est une question globale, comme toutes ces questions environnementales à partir du dernier tiers du XXe siècle, mais c'est une question sectorielle. Vous vous souvenez peut-être, c'était les CFC, elles étaient dans les bombes à aérosols et dans les réfrigérateurs. Donc, des politiques pouvaient s'entendre sur quelque chose qui avait très peu de répercussions finalement sur l'économie, sur le mode de vie des gens. C'est juste le contraire pour le changement climatique, qui est une question qu'on peut dire doublement globale. Elle est globale parce que les gaz à effet de serre, c'est dans l'atmosphère qui s'accumule, mais globale parce qu'elle atteint tout. Nos modes de vie, nos façons de vivre. Ce n'est pas quelque chose dont on peut dire, bon, ça c'est un secteur, on va s'en occuper. Rien n'échappe au changement climatique. Donc, ça va être quand même un tout petit peu difficile. Alors, la réponse à cette question, cette interrogation exigeante, ça va être l'élaboration par quelqu'un qui s'appelle Rockström, qui est un Suédois, qui dirige un Resilience Center, qui est directement lié aux spécialistes des sciences du système Terre, et qui va élaborer ce qu'on va appeler le domaine des limites planétaires. Et donc, je vous en ai donné deux versions successives. La deuxième est peut-être plus claire. Donc, quand je vous ai dit, oui, c'est la question du cycle du carbone, mais pas seulement. Vous voyez toutes les limites. Il y a l'intégrité de la biosphère, il y a la question des sols, il y a la question de l'eau, il y a la question des pollutions atmosphériques, il y a toujours la question de l'ozone, etc., etc. Donc, au moment du rapport Meadows, la question des limites, c'est une question relativement simple. L'image, en anglais tank, le réservoir, en français on peut prendre l'image d'un puits. Le puits, il est vide, c'est l'épuisement des ressources, ou il déborde, c'est les pollutions. Là, donc, je vous dis, c'est relativement simple. Là, vous avez un système d'une série de limites, donc, qui peuvent être d'une série de cycles qui ont chacun leur existence propre. Il y a un cycle de l'azote, par exemple, qui est extrêmement important dans l'agriculture, qui n'est pas directement lié au cycle du CO2, mais qui interfère. Donc, vous avez un ensemble de limites qu'il faut étudier comme un système. Et qu'est-ce que ça veut dire le modèle est gestionnaire. Ils vous disent si on se tient à l'intérieur des limites, on va quasiment rester dans l'Holocène. En tout cas, on n'ira pas vers le pire. J'ai un collègue et ami, Nathanael Wallenhorst, qui, pour expliquer cette conception des limites, il dit c'est comme quand on est à la gare et qu'un train arrive et qu'on vous dit ne vous avancez pas sur le bord de la voie. Donc c'est rester à l'intérieur et tout se passera bien. Donc c'est une proposition importante. En France, sous la première présidence Macron, quand Nicolas Hulot était ministre de l'écologie, on a proposé d'intégrer la considération des limites dans ce qu'on appelle le bloc constitutionnel. Bon, ça n'a pas marché. Donc, ça a été, je vous dis, il y a là un modèle gestionnaire. Comment bien diriger le système Terre pour éviter, disons, le pire. Qu'est-ce qui va? Pourquoi ça ne suffit pas? Je dirais d'abord, là, c'est la Terre entière que vous avez. Mais l'efficacité politique, l'action politique, c'est au niveau des États. Donc, comment vous allez savoir
les dépassements mondiaux, là, ceux qui sont marqués comme des dépassements possibles, on le sait mondialement, mais comment est-ce qu'on va répartir entre les différents pays et à l'intérieur de pays entre les différentes actions la participation de chacun à rester en deçà des limites? C'est là que vous rentrez dans un problème politique, hein, et qui n'est pas un problème uniquement technique, hein, d'écouter les scientifiques et de faire ce qu'ils disent de faire, c'est un problème. On arrive dans la justice et le sens dont on parlait. D'où, j'en viens au deuxième aspect, et je reviens, je vous dis, à mes deux niveaux, enfin mes deux foyers de controverse, la question du capital-océan et celle beaucoup moins connue, et pour moi la plus importante, je vais essayer de terminer en vous expliquant pourquoi, de Chakrabarty et de l'habitabilité. Bon, c'est quoi? Je vous ai dit, bon, je n'ai pas besoin de développer beaucoup. Si on dit qu'est-ce qui a mené là où nous sommes, c'est le productivisme. Alors, débridé, oui. Le productivisme comme but. Alors, simplement, bon, il y a le capitalisme. Les pays qui se sont dit socialistes, hein, type ce qu'était l'URSS et ce qu'elle continue à être la Russie, ce qui a été, sont tout aussi productivistes et si on voulait décrire les conséquences catastrophiques du développement productif en URSS entre 1930 et disons 1900 et l'effondrement de l'URSS, il y aurait beaucoup à dire. Alors, disons c'est le productivisme qui soit capitaliste ou socialiste, mais ça n'a pas de sens de parler de toute l'humanité. Ou ça correspond à quoi? C'est une façon de rendre l'humanité entière responsable de quelque chose qui est le fait principalement du mode de production capitaliste, donc d'un secteur beaucoup plus restreint de l'humanité. Et quel intérêt est-ce qu'il semble y avoir de faire peser la responsabilité sur l'humanité tout entière? C'est qu'on peut s'en décharger. Hein. Et vous avez là, bon, je vous dis, c'est l'aspect le plus connu, je répondrai à des questions si vous voulez. Vous avez là la base de tout cet affrontement nord-sud, hein, ou un certain... Alors, je veux dire, on a dit pendant un temps tiers-monde, et puis après l'effondrement de l'URSS, on a opposé le nord et le sud, le nord global, le sud global, mais toute une quantité de pays du sud à qui on vient dire « Ah ben vous pensiez pouvoir vous développer comme nous ? Ah ben non, c'est terminé. Hein. Maintenant, il faut se serrer la ceinture. Vous arrivez trop tard. » C'est une véritable injustice. Hein. Moi, je m'étais un peu occupé de la thèse d'un étudiant africain qui a montré ça dans sa thèse, à quel point c'est profondément injuste. Hein. Donc, il y a là des questions de justice qui font que c'est inique, hein, de vouloir imposer également à toute l'humanité une charge que devraient prendre en charge les responsables historiques de ce changement. Et bon, je vous renvoie à tous les comptes rendus des COP les unes après les autres. Hein. C'est le problème actuellement du fonds que les pays européens et les États-Unis devraient abonder pour permettre aux pays les plus pauvres de faire face, pas vraiment de se développer, mais au moins de se maintenir et de faire face à, parce que tout le monde en souffre maintenant du changement climatique, de faire face aux conséquences du changement climatique. Donc, oui, hein, c'est pour ça que Chakrabarty dit oui. Mais, bon, il y a deux types de problèmes. Il y a, d'une part, c'est comme si c'était une inversion, comme si, en disant le capital-océan, l'histoire qu'on va faire, c'est l'histoire du capitalisme et la diversité des mondes, le fait qu'il y a d'autres sociétés, d'autres modes de vie, on n'en tient plus compte. Donc,
ça pose problème déjà. Et d'autre part, je vous ai dit pour l'autre controverse, celle du début et de l'échelle historique, la victoire des géologues, victoire très relative, s'est marquée par la disparition du terme, pour eux, d'anthropocène. Je pourrais dire on arrive à la même chose avec les propositions de capitalocène, parce qu'il n'est plus question que d'histoire humaine. Je vous dis une histoire humaine qui est largement privée de sa diversité, mais cette promesse de l'anthropocène de tenir compte à la fois de l'histoire humaine, de l'histoire de la Terre, elle disparaît. Et c'est bien ça qu'objecte Chakrabarty, en disant telle qu'elle a été racontée jusqu'à aujourd'hui, la seule histoire du capitalisme ne suffit pas à nous faire prendre mesure de la situation humaine actuelle. Parce que, l'humanité comme un tout n'est pas responsable, mais l'humanité comme un tout subit le poids. Et elle subit le poids de quoi? Alors c'est ça que développe Chakrabarty, en refaisant l'unité avec ce que j'ai appelé les sciences dures, à tort ou à raison, plutôt à tort qu'à raison, mais ça dit quelque chose. Eh bien, ce qui caractérise ce qu'on appelle l'anthropocène, et c'est peut-être pas idiot d'appeler ça anthropocène, c'est que les sociétés hyperproductivistes, capitalistes et un peu socialistes, ont déclenché des processus planétaires qui déborde de beaucoup l'échelle de temps de l'histoire humaine. Je prends juste une référence pour que vous compreniez. Quand on produit des déchets nucléaires, comme nous le faisons, les plus longs et les plus virulents de ces déchets nucléaires, ils ont une demi-vie de 500 000 ans. Ça dépasse, pensez à ce que vous étiez il y a 500 000 ans, ça n'a pas de sens. Donc on est dans un temps qui nous dépasse. Et je termine là-dessus. À partir de là, que nous fassions partie du monde, c'est évident. Que nous faisions partie de la Terre, c'est évident. Et c'est ce que font tous les projets, toutes les réflexions d'historiens sur le changement climatique, c'est d'inscrire l'histoire humaine dans l'histoire physique, chimique, biologique de la Terre dans son ensemble. C'est le terme de métabolisme qui vient étudier le métabolisme des sociétés, ce qui les fait s'intégrer dans les grands cycles, dans les flux d'énergie, mais ça reste une histoire centrée sur les humains. Et les limites planétaires, c'est ça, et l'image de Nathanaël Wallenhorst, c'est ça. Il faut rester dans les limites, mais on se place quand même au centre de la Terre. Or, ce que dit, et en sens, on peut parler de global. Et l'objectif, qu'on appelle ça décroissance, ou comme vous voulez, l'objectif, il est centré sur la production. On a trop produit, il faut moins produire. Donc on est centré sur les actions humaines qui restent au centre de quelque chose. On s'est bien rendu compte qu'on était sur la planète, mais on continue à faire tourner la planète, si je peux dire, en tout cas à centrer la planète sur nous. Ce que propose Chakrabarty, et je termine là-dessus, c'est que ça nous déborde. Nous sommes, alors nous, je suis en Europe, je peux dire nous les Européens, nous les Occidentaux, nous avons, et nous les humains, nous nous trouvons tous là-dedans, dans des phénomènes qui nous débordent et qui, nous ne sommes plus au centre du monde. Nous ne sommes plus qu'une espèce parmi d'autres espèces, et c'est là que ce qui compte, c'est l'interdépendance des vivants. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas tellement la production, ça c'est notre affaire d'humain, c'est l'habitabilité. C'est ce qui est en jeu, c'est l'habitabilité de la Terre. Et je reprends là la définition
que l'anthropologue Philippe Descola donne d'habiter, qui est habiter n'est pas bâtir, c'est cohabiter avec d'autres vivants au sein d'un même milieu. Nous voilà remis au milieu des autres espèces. Donc, où c'est la distinction que Bruno Latour, dans un de ses derniers livres, fait entre la terre dont nous vivons, dont nous arrachons, nous extrayons, comme ça qu'on dit, la terre où nous produisons à partir d'elle, et puis la terre où nous vivons, la terre où nous cohabitons avec d'autres humains. Et donc, je terminerai sur ce que le juriste Laurent Néret et le philosophe Baptiste Morisot, dans un article du Monde qui était de préparation à la COP30, appellent le principe d'habitabilité, hein, où ils disent, je cite pour terminer, « En lui, l'humanisme et l'écologie se rejoignent pour constituer un humanisme des interdépendances. Au XXe siècle, l'humanisme traditionnel a trouvé sa traduction dans le principe de dignité. Au XXIe siècle, l'humanisme relationnel, c'est-à-dire nous qui sommes espèces en relation avec d'autres espèces, trouverait sa traduction dans le principe d'habitabilité, selon lequel le respect de ce qui produit les conditions de la vie sur Terre est d'une exigence absolue. » Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est nous qui vous remercions profondément, Catherine Larère, d'abord pour nous avoir rappelé ce qui était important.